Dans notre dernier épisode, on a vu comment les arbres décisionnels nous aident à prendre des décisions, un peu comme un labyrinthe où chaque question nous guide vers une réponse finale. C'était un bon début, mais est-ce vraiment la seule façon pour une IA d'apprendre? Un choix, c'est un choix, non? On suit un chemin et à la fin, on sait si on a gagné ou perdu. C'est pas compliqué. Simple, oui, mais parfois, la vie n'est pas une série de questions oui ou non. Parfois, les réponses ne sont pas juste gagner ou perdre, mais quelque chose entre les deux. Prenons un exemple. Plutôt que de se demander si une maison sera vendue, oui ou non, on pourrait vouloir prédire son prix en fonction de sa superficie. Ou au lieu de dire si un étudiant est admis ou refusé, on voudrait évaluer la probabilité de son admission. Attends. Donc, au lieu de prendre une décision nette, on pourrait prédire quelque chose en fonction des données? Waouh, Gontran, tu viens d'inventer le concept de régression. C'est bien, dans encore 2 épisodes, tu pourras peut-être comprendre les réseaux neuronaux. Aujourd'hui, on va voir comment la régression linéaire nous permet de prédire des valeurs continues et comment la régression logistique transforme ces valeurs en probabilité de décision. 2 outils fondamentaux qui permettent à l'humain de mieux comprendre et anticiper son avenir. Bon, tant que vous me sortez pas encore une histoire d'intelligence artificielle qui va dominer le monde, je veux bien. Oh, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est l'humain qui devient l'architecte de son propre destin. Dans notre dernier épisode, on a vu comment un arbre de décision pouvait découper les données en petits morceaux pour prendre une décision. Mais parfois, plutôt que de vouloir un oui ou un non, on aimerait prédire une valeur précise. Prenons un exemple simple. Imaginons qu'on veuille estimer le prix d'une maison en fonction de sa superficie. Facile. Je fais des groupes avec mon arbre. 0 à 50 mètres carrés, c'est 150 000 euros. 50 à 100 mètres carrés, c'est 300 000 euros, et ainsi de suite. Pourquoi se compliquer la vie avec une équation? Gontran, ton arbre va marcher si tes catégories sont bien définies et les données bien rangées. Mais si le marché de l'immobilier ne suit pas une règle aussi simple, il va falloir une approche plus fine. C'est là qu'intervient la régression linéaire. Plutôt que de découper les données en morceaux, comme un bûcheron, elle cherche une tendance générale qui permet d'extrapoler des valeurs même en dehors de nos observations actuelles. Voici l'équation fondamentale que nous allons regarder. Y est égal à W indice 0 plus W indice 1 multiplié par X plus epsilon. Y est la valeur qu'on veut prédire, donc ici le prix de la maison. X est la variable explicative, la superficie. W indice 0 est l'ordonnée à l'origine, valeur de départ si X égale 0. W indice 1 est le coefficient qui indique comment Y varie en fonction de X. Et epsilon représente l'erreur du modèle car aucune prédiction n'est parfaite. Donc, tu me dis que je peux remplacer mon arbre décisionnel par une simple droite? Pas toujours. Un arbre te dit oui ou non, alors qu'une régression te donne une valeur estimée. Mais surtout, une régression linéaire ne coupe pas les données en catégories, elle cherche une relation entre elles. Regarde cet autre cas. Estimer un salaire d'un employé en fonction de son expérience. Un arbre dirait si tu as 5 ans d'expérience, tu gagnes 35 000 euros. Sinon, 60 000 euros. Une régression linéaire, elle, peut dire chaque année d'expérience supplémentaire ajoute plus ou moins 5 000 euros en moyenne. Et donc, si quelqu'un a 6,5 ans d'expérience, l'arbre ne sait pas quoi répondre, alors que la régression linéaire peut donner une estimation. Ouais, mais si je veux prédire quelque chose de plus complexe, une seule droite, ça suffit pas, non? Ah, bonne question. C'est vrai qu'une seule régression linéaire a ses limites. Mais un bon architecte ne se limite pas à un seul outil. On peut combiner plusieurs régressions linéaires ou même les rendre plus puissantes en introduisant des transformations des données. Par exemple, si la relation entre les variables est non linéaire, on peut utiliser des polynômes ou d'autres approches pour empiler plusieurs régressions linéaires et obtenir une approximation plus précise. Ok, mais si mon arbre décisionnel peut se diviser autant que je veux, pourquoi je devrais utiliser plusieurs petites régressions plutôt qu'un seul arbre géant? Parce qu'un arbre peut se coincer sur ses propres décisions. Imagine un arbre qui coupe les revenus en 2 catégories. Si tu gagnes moins de 50 000 euros, tu es pauvre. Si tu gagnes plus de 50 000 euros, tu es riche. Mais si un jour, le coût de la vie augmente, l'arbre est figé alors qu'une régression peut s'adapter et dire peut-être que le seuil de pauvreté est plutôt à 60 000 euros maintenant. Un arbre a tendance à surapprendre et ne généralise pas bien. Une régression, elle, peut s'adapter à des tendances évolutives. Donc,
Si je veux prédire des nombres, la régression linéaire, c'est top, mais je peux en empiler plusieurs pour que ça marche sur des trucs plus complexes. Oui, Gontran. Et tu peux même les combiner avec d'autres techniques. Un bon architecte sait qu'il ne faut jamais se limiter à un seul outil. Et justement, parfois on veut prendre une décision binaire comme un arbre, mais en utilisant une approche plus douce et plus progressive. Et c'est là que la régression logistique entre en jeu et nous en parlerons un peu plus tard. Maintenant qu'on a compris la théorie, testons une régression linéaire en pratique. Prenons un exemple concret. Une entreprise veut estimer le salaire d'un employé en fonction de son expérience. Si elle devait prendre des décisions basées sur des catégories fixes, elle pourrait utiliser un arbre décisionnel. Mais si elle veut un modèle souple et prédictif, une régression linéaire est beaucoup plus efficace. Encore ce débat entre arbre et régression. J'imagine que ton truc va juste tracer une ligne et donner un chiffre magique, hein? C'est un peu plus subtil que ça, Gontran. On ne fait pas que tracer une ligne, on ajuste une tendance en fonction des données réelles. Allez, regardons ce que ça donne avec du code. Donc, prenons le petit code Python suivant. On importe les bibliothèques NumPy, Matplotlib et sklearn, point linéaire modèle pour la régression linéaire. Ensuite, on se crée un X qui va avoir toutes les valeurs des années d'expérience et on va se créer un Y qui va comporter tous les salaires en fonction de chacune des années d'expérience. Par exemple, ici, après 1 an d'expérience, on a 30 000 euros, 2 ans d'expérience, 35 000, 3 ans, 40 000, 4 ans, 45 000, 5 ans, 5 000, etc. Donc, on a ici un petit dataset simple pour tester la régression linéaire. Maintenant, nous allons créer le modèle de régression linéaire. Donc, modèle est égal à linear regression. Ensuite, modèle.fit, on lui passe les X qui sont les valeurs et les Y qui sont les labels. Maintenant, on fait une prédiction pour 6.5 ans d'expérience. Donc, XNew est égal à NP-array dans lequel on va lui demander de tester pour 6.5. Ensuite, on a YPred qui sera rempli par la prédiction du modèle en lui passant en paramètre XNew. Et on affiche le résultat avec Matplotlib, donc les données réelles, la régression linéaire en rouge, la prédiction pour 6.5 ans en vert, année d'expérience, salaire, on compile la légende et on affiche. Prédiction du salaire pour 6.5 ans d'expérience, la prédiction en milliers d'euros. Ok. Donc cette ligne rouge, c'est ta fameuse régression linéaire? Bravo Gontran, elle représente la tendance générale que le modèle a apprise à partir des données. Ce n'est pas une simple règle arbitraire, c'est le meilleur ajustement possible selon les valeurs fournies. Donc le modèle n'a jamais vu la valeur 6,5 dans ses données et il a quand même pu donner une estimation? Exactement. C'est tout l'intérêt d'une fonction continue. Même si on n'a pas observé directement une donnée, on peut interpoler entre les valeurs existantes. C'est ce qui fait que la régression linéaire généralise mieux qu'un arbre décisionnel simple, qui lui ne fait que classer les valeurs dans des boîtes fixes. Cela dit, ce modèle est simple. Si la relation entre l'expérience et le salaire n'était pas linéaire, une simple droite ne suffirait pas. On pourrait alors utiliser des transformations non linéaires comme ajouter un terme quadratique. Ouais, mais là, tu me donnes un chiffre précis. Si je voulais savoir si quelqu'un sera riche ou pas, j'aurais juste besoin d'un oui ou un non, non? Excellente question. Justement, quand on ne veut pas prédire une valeur continue, mais plutôt classer des données, on passe à la régression logistique. Dans certains cas, on veut savoir si un événement va se produire ou non. Par exemple, un étudiant sera-t-il admis? Un client va-t-il acheter ce produit? Une transaction est-elle frauduleuse? C'est là qu'intervient la régression logistique, qui ne prédit pas un nombre, mais une probabilité entre 0 et 1. Donc là, on arrête avec les droites et on passe à quelque chose de plus subtil. Oui, Gontran. Et pour une fois, on parle d'un modèle qui correspond bien à ta vision du monde. Une décision binaire, mais avec des nuances. On vient de voir comment une régression linéaire permet de prédire une valeur continue, comme un salaire en fonction de l'expérience. Mais parfois, ce n'est pas un chiffre qu'on cherche à obtenir, c'est une décision. Prenons un autre exemple. Une université veut savoir si un étudiant sera admis ou refusé en fonction de sa note. Bon, dans ce cas-là, pourquoi ne pas utiliser un arbre décisionnel? Genre, si la note est inférieure à 70, on dit refusé, et si c'est supérieur à 70, on dit admis. C'est pas plus simple. Ah, Gontran, toujours à chercher la facilité. Un arbre peut marcher, mais il a un défaut majeur. Il découpe le monde en catégories rigides.
Si la note de passage est 70, alors un étudiant avec 69 est recalé, mais un étudiant avec 71 est accepté. Ça ne laisse aucune marge d'incertitude. Or, dans la vraie vie, tout n'est pas aussi tranché. Un étudiant avec 68% peut encore être admis s'il a un bon dossier. Un autre avec 72% pourrait être refusé s'il a un passé scolaire compliqué. Il y a une zone de transition où la décision ne peut pas être 100% oui ou 100% non. Ok. Mais la régression linéaire pourrait aussi donner une valeur qui indique le niveau d'admission, non? Oui, mais voici le problème. Imaginons qu'on utilise une régression linéaire pour estimer les chances d'admission. On pourrait obtenir des résultats absurdes. Une note de 30 donnerait une probabilité de moins 20% d'admission, donc impossible. Une note de 120 donnerait une probabilité de 140%, ce qui est également absurde. C'est là qu'intervient la régression logistique. Plutôt que de donner un nombre sans limite, elle transforme tout en une probabilité comprise entre 0 et 1. Donc sigma de z égale 1 sur 1 plus exponentielle de moins z. Encore une équation bizarre. C'est quoi ce machin? C'est la fonction sigmoïde. Elle prend une entrée quelconque et la ramène dans une plage entre 0 et 1. Si l'entrée est très basse, la sortie tend vers 0. Si elle est très haute, elle tend vers 1 et au milieu, elle fait une belle transition progressive. Dans notre exemple d'admission, un étudiant avec 50% de chance d'être admis est en zone d'incertitude. Avec 80%, il est probablement admis. Avec 20%, il est quasiment certain d'être refusé. On passe donc d'un modèle rigide, admis ou refusé, à une probabilité d'admission, ce qui est beaucoup plus utile pour prendre des décisions nuancées. Ok, donc au lieu de dire juste oui ou non, tu me donnes une chance de réussite, ça a du sens. Mais en vrai, pourquoi ne pas juste prendre une régression linéaire et passer son résultat dans la sigmoïde? On arriverait au même résultat, non? Excellente remarque. En fait, c'est exactement ce que fait la régression logistique. Elle fonctionne comme une régression linéaire, sauf qu'on applique automatiquement la fonction sigmoïde à la sortie. Ça garantit que le résultat reste toujours entre 0 et 1, peu importe la valeur des variables. Donc, en gros, au lieu d'une droite, j'ai une courbe en S et ça me permet d'éviter les valeurs impossibles? Oui, Gontran, tu es peut-être sur le point de comprendre comment marchent les modèles de classification. En résumé, la régression linéaire prédit une valeur continue. La régression logistique prédit une probabilité en forçant le résultat entre 0 et 1 grâce à la sigmoïde. On peut ensuite fixer un seuil, exemple, si la probabilité est plus grande que 0,5, on considère admis. D'accord. Mais du coup, si mon problème est un oui-non, comment je décide à partir de la probabilité? Maintenant qu'on a compris la théorie, passons à la pratique. On va créer un modèle de régression logistique pour prédire si un étudiant sera admis ou refusé en fonction de sa note. On ne cherche pas une valeur exacte, mais plutôt une probabilité d'admission. Bon, alors ton truc magique, il va vraiment me donner une réponse claire ou juste une probabilité qui me dit peut-être? Les probabilités Gontran, c'est une façon plus intelligente de voir le monde. Mais ne t'inquiète pas, on peut toujours fixer un seuil de décision pour dire admis ou refusé. Donc, on importe toujours NumPy, Matplotlib, Sklearn Linear Model. Donc, dans ce cas-ci, on va se créer un dataset de valeurs 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 qui seront les notes obtenues. Et on va se créer des labels dans lesquels on va mettre 0 pour refusé et 1 pour admis. Donc, on crée notre modèle de régression logistique. Modèle est égal à logistic regression. Modèle.fit, on lui passe le dataset et les labels. Et on va prendre une prédiction pour la note de 72. Donc, xnew est égal à nparray dans lequel on lui demande pour la valeur 72. Ypred est égal à la prédiction que le modèle en fait en lui passant le xnew. Et on va sortir la probabilité dans la variable proba, predict proba xnew. Donc, le tracé de la courbe sigmoïde et l'affichage de nos résultats comme tout à l'heure. Et on exécute tout ceci. Ok, donc la courbe passe doucement de 0 à 1.
Ça veut dire que si j'ai une note de 72, j'ai environ 95% de chances d'être admis. C'est bien mieux qu'un arbre qui te mettrait recalé si tu avais 69,9 et admis si tu avais 70,1. Ici, tu vois la progression naturelle de la décision. Si on regarde la courbe sigmoïde, pour une note de 50, la probabilité d'admission est proche de 0%. Pour une note de 95, la probabilité d'admission est proche du 100%. Entre les deux, on obtient une transition progressive plutôt qu'une décision brute. Ok, mais concrètement, comment on décide oui ou non? Si on ne peut pas juste mettre une ligne à 70%, on fait comment? Et c'est là qu'intervient le seuil de décision. On fixe un seuil, par exemple 50%. Si la probabilité est plus grande que 50%, on dit admis. Si la probabilité est plus petite que 50%, on dit refusé. Mais on peut modifier ce seuil. Si on veut être plus exigeant, on peut dire seulement admis si les probabilités sont plus grandes que 75%. Ça permet d'adapter la décision selon les besoins. Donc au lieu d'un simple oui ou non, on choisit nous-mêmes à partir de combien on dit oui. Exactement. Tu viens de comprendre une des bases du machine learning. Un modèle ne donne pas une réponse finale. Il donne une probabilité. Et c'est à nous de fixer les règles de décision. On vient de voir que la régression logistique est un excellent outil pour prendre des décisions progressives plutôt que brutales. Mais maintenant, la vraie question, c'est est-ce mieux qu'un arbre de décision? Attendez, donc un arbre décisionnel prend des décisions fixes, alors que la régression logistique laisse une zone d'incertitude ajustable. Mais dans certains cas, est-ce qu'un arbre ne serait pas plus efficace? Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Et qu'est-ce qui différencie vraiment la régression logistique d'un arbre décisionnel? Bah ouais, parce que si mon arbre décisionnel peut me dire oui ou non avec une simple coupure, pourquoi est-ce que je devrais me compliquer la vie avec une probabilité et une sigmoïde? Donc, on a ici un tableau comparatif. La régression linéaire, la régression logistique et les arbres décisionnels. Pour les types de sorties, en régression linéaire, c'est des valeurs continues. En régression logistique, on a des probabilités entre 0 et 1. Et les arbres décisionnels, on a des catégories distinctes. Au point de vue interprétation, la régression linéaire est facile. C'est des équations simples. La régression logistique, c'est facile aussi. C'est des probabilités. Et les arbres décisionnels, c'est très facile. C'est des décisions logiques. Du point de vue de la capacité à modéliser des relations complexes. Du côté de la régression linéaire, c'est faible seul, mais fort si combiné avec d'autres choses. La régression logistique, forte, mais linéaire en entrée. Et les arbres décisionnels, c'est excellent, gère bien la non-linéarité. Au point de vue de la robustesse aux valeurs extrêmes, la régression linéaire, elle est très sensible. La régression logistique, assez sensible. Et l'arbre décisionnel, moins sensible. Il ne dépend pas d'une équation globale. Pour la souplesse dans la prise de décision, au point de vue de la régression linéaire, aucune, car c'est une sortie brute. Au point de vue de la régression logistique, forte, car c'est des probabilités ajustables. Et au point de vue des arbres décisionnels, aucune, c'est des seuils fixes. Et sur les risques de surapprentissage, au point de vue de la régression linéaire, c'est très faible. Au point de vue de la régression logistique, c'est faible aussi. Mais au niveau des arbres décisionnels, très élevé, si mal paramétré. Donc, si je veux faire une classification binaire, je peux soit prendre un arbre, soit prendre une régression logistique, c'est ça? Oui, mais l'approche est différente. L'arbre prend une décision nette. En dessous de 70, c'est refusé. Au-dessus, c'est accepté. La régression logistique laisse une zone d'incertitude. On peut choisir un seuil flexible. Exemple, 60%, 70% ou 80%. Imagine une décision médicale. Un arbre décisionnel dira « fièvre plus grand que 38 degrés, donc malade, sinon pas malade ». Une régression logistique dira « avec 38 degrés, il y a 80% de chances d'être malade. Avec 37,5 degrés, il y a 60% de chances ». Tu vois la différence? L'arbre classe brutalement, alors que la régression laisse de la nuance. Ok, mais si j'ai un problème plus compliqué, genre prédire une maladie avec 5 ou 6 facteurs différents, un seul modèle suffit pas, non. C'est pour ça que dans le machine learning moderne, on ne choisit pas un modèle unique, mais on les combine. On peut empiler plusieurs régressions linéaires ou encore combiner des arbres avec des régressions logistiques. C'est ce qu'on appelle des forêts aléatoires, comme on a vu dans le précédent épisode, ou des modèles hybrides. Donc, dans la vraie vie, on mélange souvent les deux méthodes? Exactement. Par exemple, les banques utilisent la régression logistique pour donner une probabilité de fraude sur une transaction. Les moteurs de recherche utilisent des arbres de décision pour trier des résultats de façon rapide. Les systèmes de diagnostic médical utilisent un mélange des deux, en prenant la probabilité donnée par une régression logistique et en la combinant avec des règles métiers sous forme d'arbres.
On a vu aujourd'hui que la régression linéaire et la régression logistique sont de puissants outils pour modéliser des relations dans les données. Mais comme pour les arbres décisionnels dans l'épisode précédent, elles ont leurs limites. C'est pourquoi en machine learning, on ne s'arrête jamais à une seule approche. On explore, on teste et on combine. Bon, donc là, vous m'avez bien vendu la régression logistique, mais j'imagine que dans les modèles récents, on va encore plus loin. C'est justement la bonne question. Il existe plein d'autres approches qui ne sont ni des régressions, ni des arbres, et qui sont parfois plus adaptées à certains types de données. Les cas plus proches voisins, KNN, un modèle simple mais puissant basé sur la proximité des données. Les machines à vecteurs de support, SVM, parfaits pour classifier des données en traçant des frontières précises. Les méthodes bayésiennes qui utilisent les probabilités pour affiner les prédictions. Attends, KNN, SVM, bayésien, c'est encore des maths, non? Ça veut dire qu'on va encore faire des calculs compliqués? Bien sûr, Gontran, mais rassure-toi, ces méthodes sont aussi visuelles et intuitives. Certaines fonctionnent en regardant comment les points sont proches les uns des autres. D'autres tracent des frontières optimales et d'autres encore apprennent à partir des probabilités. Bon, tant que je peux encore poser des questions idiotes, hein, Miss Kaya? Je suis prêt pour la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou même de la petite flamme, et ce, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et sélectionnez l'option toutes pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec celles et ceux qui pourraient être intéressés par un passionnant voyage dans le monde de l'intelligence artificielle. Il traçait des routes au hasard, sans but, sans raison. Voyageur perdu dans l'univers des décisions. Il suivait les chemins dictés par l'instinct. Mais l'instinct, parfois, ça ne suffit plus à demain. Un jour, il a vu dans les chiffres et les lois une formule cachée, un pouvoir sous ses doigts. Les nombres chuchotaient des vérités infinies. Et l'architecte du chaos devait maître de sa vie. Plus qu'un simple pion, il change son destin. Plus qu'un automate, il prend le contrôle enfin. Il apprend, il code, il prédit l'horizon. L'architecte d'hier devient maître des décisions. Prédiction, décision, contrôle et vision. D'un monde de hasard, il passe aux équations. Chaque donnée devient une clé pour l'action. Plus jamais perdu, plus jamais impuissant. Il écrit les règles, il devient le courant. Mais saura-t-il voir que trop savoir est un poids, que la machine qu'il crée pourrait lui faire la loi? Entre l'ordre et le chaos, il cherche son chemin. Il est l'architecte, mais de quel destin? Plus qu'un simple pion, il change son destin. Plus qu'un automate, il prend le contrôle enfin. Il apprend, il code, il prédit l'horizon. L'architecte d'hier devient maître des décisions. Prédiction, vision, plume se transforme en vision. Entre l'ordre et le chaos, il cherche son chemin. Il est l'architecte